Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala sayyid al-mursalin. Je suis professeur Ben Harrat de la faculté de médecine de l'université Oran 1. Je vous présente aujourd'hui les démences. On va ensemble essayer de survoler les différents points suivants de notre présentation. On va introduire la question par la définition des démences, un petit rappel historique, quelques chiffres épidémiologiques des différentes formes de démence, un rappel clinique du syndrome démentiel, les formes cliniques de la démence et les facteurs de risque et ce qu'on peut proposer quand même comme action préventive de ces différentes formes de démence. Et enfin, la prise en charge de la maladie. Alors avant de commencer le cours, je vous propose le test suivant qui s'appelle le test du chameau. Alors ce test consiste à montrer à une personne qui est suspectée d'un syndrome démentiel et notamment la maladie d'Alzheimer, et on va lui proposer de voir cette image, de la visionner et de détecter l'image du chameau. Sachant que cette image contient une trentaine de figures de différents animaux, et en visionnant ça, on va chronométrer la durée et aussi la possibilité de la détection de l'image ou pas. Alors, le but de ce test, c'est une forme d'exploration des différentes fonctions cognitives de la personne. Néanmoins, il faut noter que certains praticiens, certains psychiatres critiquent ce test et critiquent aussi la faisabilité, voire même la fiabilité de ce test chez nos patients qui sont atteints de maladie d'Alzheimer. Cependant, je vous le propose pour avoir déjà une notion sur ça et aussi la possibilité de le faire chez vos patients pour pouvoir au moins détecter une petite atteinte cognitive tout en ayant aussi la nécessité de compléter ce test par d'autres tests qui sont encore plus fiables pour diagnostiquer la maladie. Alors comme je le disais, cette image contient une trentaine de figures d'animaux et dans cette image, on doit chronométrer la durée pour que la personne puisse détecter l'image du chameau dans la figure. Alors, la réponse est que l'image du chameau se trouve sur la joue de cette figure. Voilà. Alors je tiens à vous rappeler que ce cours, les démences, est un complément de la première présentation qui est le syndrome démentiel. Alors, vous allez constater que dans certains slides, je vais être très brève, voire très superficielle dans l'explication, parce que je vous renvoie toujours à avoir de meilleures explications, voire plus de détails dans la conférence ou dans la présentation qui était la présentation précédente, le syndrome démentiel, tout en ayant l'objectif de ne pas se répéter. Il faut rappeler que les démences sont un groupe de maladies caractérisées par un déclin cognitif progressif et irréversible, sans qu'il y ait des troubles de la vigilance avec un retentissement sur l'activité de la vie quotidienne. Les formes de démence sont nombreuses. Elles peuvent être dégénératives ou pas, avec une évolution variable sur le plan temporel et clinique. L'augmentation de la prévalence des différentes formes de démence est corrélée à l'augmentation de l'espérance de vie du sujet. Cette pathologie présente un problème de santé publique de par son coût et aussi la difficulté de sa prise en charge. Grâce à l'avènement des nouvelles technologies et des outils de dépistage et de diagnostic, plusieurs formes de démence ont pu être décelées et surtout différenciées, laissant place ainsi aux études de recherche pour mieux les prendre en charge. Reconnaître les facteurs de risque et les facteurs aggravants de la démence est un pas important pour la prévention et l'adaptation de la prise en charge personnalisée des personnes atteintes de ce type de pathologie. Pour l'historique, je ne vais pas trop m'attarder à donner les détails de l'évolution du concept du diagnostic de la démence. Cependant, on va faire un très petit survol quand même pour un rappel, mais tout de même, je vous renvoie toujours au cours du syndrome démentiel où j'ai présenté plus de détails et d'explications dans ce chapitre.
Alors le premier qui a un peu parlé de la démence qui correspond aux démences séniles, en détectant les lésions inflammatoires frontales, c'était Bailey en 1822. Ensuite, en 1902, où on a parlé de l'origine syphilitique de la paralysie générale, et en parallèle, c'était Pick qui vient et il a fait des études sur 6 personnes qui étaient atteintes de différentes formes de maladies démentielles, dont ceux qui présentaient la maladie d'Alzheimer, celui qui présentait la paralysie générale, un autre qui présentait une psychose inclassable et 2 autres qui présentaient une atteinte temporale qui correspond à la future maladie du pic. Alors, progressivement, on a eu aussi en 1906 Alois Alzheimer qui a décrit le premier cas présénile dans la patiente qui s'appelle Auguste Deter. Et là, il a très bien détaillé les différentes symptomatologies de la maladie et en la détectant et en l'objectivant en post-mortem suite à l'analyse du cerveau de cette patiente quand elle est décédée. En 1907 vient Fischer qui a décrit et nous a donné pour la première fois la vraie description des plaques séniles. En 1907, Gaetano qui a décrit les démences séniles. Et ensuite, Kraepelin en 1910, c'est lui qui a attribué le nom de la maladie d'Alzheimer à la démence présénile. Ensuite, l'association de Onari et Spatz en 1926, ils ont travaillé sur la maladie de Pick et ils ont dit qu'il s'agissait d'une atrophie frontotemporale circonscrite. Alors en 1950, là, il y a la paralysie générale qui a été décrite pour la première fois par Bailey en 1822, a été en fait définitivement abandonnée au profit de l'avènement de la pénicilline qui a éradiqué cette pathologie. Et depuis 1974, on parle pour la première fois de la démence vasculaire et en dernier, on parle jusqu'à l'heure actuelle et les études continuent à prospérer dans le sens de la découverte et aussi de la recherche dans le monde des démences, notamment les démences secondaires telles que la démence post-Covid. Alors, comme je le disais, dans l'évolution de l'histoire de la maladie démentielle, c'est que Alois Alzheimer a découvert chez sa patiente Auguste Deter, qui était âgée de 51 ans, certains critères symptomatologiques très intéressants qui l'ont orienté vers le diagnostic de la maladie. Elles avaient un délire de jalousie envers son mari, elles présentaient une persévération et une stéréotypie verbale, avec des aphasies débutantes avec paraphrase importante masquant ainsi le trouble initial, agraphie débutante, troubles de la mémoire et des gros troubles de la compréhension qui se surajoutaient à toute cette symptomatologie. Alors il est important de rappeler que cette symptomatologie ou ces critères-là étaient le début de l'orientation vers le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Les données les plus récentes objectivent que dans l'ensemble de la population générale, on estime un taux compris entre 5 et 8% des personnes âgées de 60 ans et plus sont atteintes de démence à un moment donné. Cependant, je vous renvoie toujours au cours du syndrome démentiel pour avoir encore plus de détails dans les chiffres épidémiologiques de cette pathologie. Il faut rappeler que le syndrome démentiel est dominé par la maladie d'Alzheimer qui représente 65% des démences après l'âge de 75 ans. Le principal facteur de risque de cette pathologie est l'âge, et en Algérie seulement, on estime 100 000 sujets atteints de cette pathologie. Les formes de démence sont multiples, il y a ceux qui sont rares et d'autres encore plus fréquents. Il est constaté que les formes neurodégénératives sont plus fréquentes que les non dégénératives. Nous citons la maladie d'Alzheimer
qui représente 65% des démences après l'âge de 75 ans, la démence frontotemporale qui représente 8 à 12% des démences, la démence à corps de Lévy qui représente 15 à 25% des démences, et enfin les démences vasculaires qui représentent 15 à 30% des démences. Un petit rappel sur le syndrome démentiel. Les démences sont des affections cérébrales dégénératives ou non. Elles sont progressives, irréversibles et d'origine multifactorielle. Le diagnostic de cette pathologie est purement clinique grâce à l'entretien. Cependant, certains examens complémentaires comme l'imagerie cérébrale révèlent quelques signes indirects. Il est à retenir que le diagnostic de certitude des différentes formes de démence repose sur l'autopsie post-mortem qui révèle les lésions neurologiques comme la dégénérescence neurofibrillaire, les plaques séniles et la perte neuronale et synaptique. Les différentes formes de démence évoluent de la même façon. En général, elles évoluent en 3 phases. En dernier, il faut noter quand même que la prise en charge de cette pathologie est neuropsychiatrique, qui se base sur un traitement symptomatique et surtout un traitement d'accompagnement pour éviter l'évolution défavorable de cette pathologie. Pour les phases évolutives de la pathologie, on a la première phase qui correspond à une atteinte progressive, l'installation de troubles de mémoire qui peuvent être minimes, avec un changement de comportement et de caractère qui peut être ou pas constaté par l'entourage de la personne. On peut avoir parfois l'installation de l'aphasie et plus ou moins quelques signes délirants avec confusion et une participation thymique à tonalité dépressive. Pour la seconde phase, on va avoir une aggravation de la symptomatologie précédemment citée avec l'installation des troubles de l'attention et de la concentration, et on va même noter une désorientation temporo-spatiale. La mémoire, elle va être atteinte encore de façon plus grave que la précédente, et les troubles du jugement vont être associés à des troubles de mémoire. On aura les 3 A, l'aphasie, l'apraxie et l'agnosie, avec le syndrome thymique et délirant. En dernier, la troisième phase, qui correspond à une perte totale de l'autonomie par l'aggravation de tous les symptômes précédents, l'installation d'un état grabataire qui est inévitable à terme de cette pathologie et le risque, parfois chez certains patients, d'avoir quelques crises épileptogènes. Et le décès est secondaire le plus souvent à des complications somatiques, notamment à une difficulté de la déglutition, l'installation de fausses routes, etc. Toujours dans un objectif de rappel du syndrome démentiel, on va faire un petit quiz. Alors la première question, citez quelques tests d'évaluation neuropsychologique de la démence. Alors comme vous le savez, les tests neuropsychologiques, ils sont très importants à utiliser chez le sujet suspecté d'être atteint de syndrome démentiel. Ils sont nombreux et surtout complémentaires. Alors, en guise de réponse, on a les propositions suivantes. Test de l'horloge, test de Folstein, qui est le MMSE, échelle IADL, Instrumental Activity of Daily Living, et en dernier, le test de Dubois, qui est le test des 5 mots. Je rappelle toujours que ces tests sont importants à utiliser chez vos patients et surtout, ils sont très complémentaires, non pas un seul test qui va orienter le diagnostic positif de la maladie. Pour la deuxième question, l'apraxie est, on a les propositions suivantes. Il s'agit d'un trouble lié à l'incapacité d'identifier certains objets, est une atteinte sensorielle du sujet âgé, un trouble moteur du sujet âgé, un trouble de l'activité gestuelle d'un mouvement orienté dans un but ou une lésion de l'appareil vocal. Alors la réponse finale est il s'agit d'un trouble de l'activité gestuelle d'un mouvement orienté dans un but. Pour la question 3, qui est la dernière question, citez les diagnostics différentiels de la démence.
Alors la réponse est la déficience intellectuelle, l'atteinte d'une seule fonction cognitive qui est la mémoire, le langage, la confusion mentale, la dépression du sujet âgé. On passe maintenant aux formes cliniques des démences, où on va détailler les différentes formes sur le plan clinique et évolutif. Les démences sont classées en deux grands groupes en fonction de la présence ou pas de la dégénérescence cérébrale. On a les démences dégénératives qui sont caractérisées par une détérioration progressive et irréversible des neurones et elles représentent plus de 70% des démences. On a les démences non dégénératives. Ils sont des maladies neurologiques qui se caractérisent par une détérioration des capacités intellectuelles. Et bien sûr, d'autres causes sont à l'origine de la maladie. Et on va essayer de détailler tout ça plus tard. Les démences dégénératives regroupent la maladie d'Alzheimer, la démence Accord de Lévy, les démences frontotemporales, les démences de la maladie de Parkinson, la paralysie supranucléaire progressive, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la maladie de Huntington. Quant à la démence non dégénérative, on a les démences vasculaires, la démence infectieuse et les autres démences secondaires qu'on va détailler plus tard. Pour les démences dégénératives, on va prendre en premier la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus fréquente de toutes les démences. Elle représente les 2/3. Sa croissance est exponentielle avec l'âge et son diagnostic de certitude est anatomopathologique. C'est-à-dire, grâce à l'autopsie du cerveau, on pourra détecter des lésions de dégénérescence neurofibrillaire et la présence aussi de plaques séniles. Sur le plan clinique, la maladie d'Alzheimer est caractérisée par les 5 A: l'amnésie, l'aphasie, l'apraxie, l'agnosie et enfin l'âge avancé où l'apparition de la maladie est constatée. Détaillons ensemble les 5 A qui sont les signes cliniques constructeurs de la maladie d'Alzheimer. Pour l'amnésie, qui est le premier signe qui va être quand même détecté dans la maladie d'Alzheimer, et cette amnésie, c'est l'atteinte de la mémoire qui est souvent antérograde, rétrograde et globale et qui va être progressivement atteinte dans les différentes phases évolutives de la maladie. Progressivement, cette atteinte va toucher tous les processus mnésiques, à savoir l'encodage, le stockage et aussi la récupération. L'aphasie, elle présente 40% des signes cliniques qui sont dans les formes d'Alzheimer débutantes et elle peut être aussi une symptomatologie isolée ou encore associée. Elle évolue en 3 phases. On va avoir l'aphasie anomique où le sujet va présenter un manque de mots. La compréhension et la répétition normale, elle est conservée, la lecture, elle est aussi préservée. Cependant, on va noter une dysorthographie précoce. On a aussi l'aphasie transcorticale sensorielle. Il s'agit d'un discours incohérent avec des paraphasies sémantiques fréquentes. La compréhension, quant à elle, elle est altérée et on va avoir des répétitions tout de même normales. Troisièmement, c'est l'aphasie globale, où le sujet va présenter une désintégration du langage oral et écrit, le jargon, le débit réduit aussi, et on va avoir des paraphasies sémantiques et phonémiques, et l'écriture, elle sera totalement illisible. L'agnosie, c'est la difficulté à reconnaître l'entourage ou les objets, c'est-à-dire difficulté de les nommer, et ce, en absence de tout trouble sensoriel. On va avoir une agnosie visuelle qui présente 30% des cas, troubles de reconnaissance, d'images, et puis aussi des objets, puis des visages familiers. C'est ce qu'on appelle le plus souvent la prosopagnosie, due à un dysfonctionnement pariétal. En dernier, on note une désorientation topographique précoce des grands espaces, puis des espaces de plus en plus réduits. Quatrièmement, c'est l'apraxie. Il s'agit de la maladresse gestuelle qui s'accompagne de la perte de sensation, impossibilité de faire des gestes coordonnés et ce, en absence de toute paralysie.
Exceptionnellement, elle est inaugurale, inapparente au début dans les activités de la vie quotidienne. Il y a 4 types d'apraxie. La première étant l'apraxie visio-constructive. C'est la difficulté de reproduire un dessin figuratif ou abstrait à 3 ou à 2 dimensions. On a l'apraxie de l'habillage. On a aussi l'apraxie idéomotrice, qui est la perte de la représentation motrice du geste. Le passant ne sait plus le réaliser lui-même, mais quand même, il le reconnaît. Quatrièmement, c'est l'apraxie idéatoire, plus tardivement touchée. Il s'agit de la difficulté à réaliser des séquences gestuelles complexes ou perte de la conception même du geste d'utilisation, comme allumer une bougie. Le 5e A, c'est l'âge, qui est l'un des critères cliniques importants de la maladie d'Alzheimer, où tous ces signes précédemment cités apparaissent à l'âge de 70 ans le plus souvent, voire encore plus de 70 ans. En plus des 5A, on note d'autres signes cliniques dans la maladie d'Alzheimer. On cite les troubles des fonctions exécutives qui sont caractérisés par l'atteinte précoce de la gestion des tâches doubles, un déficit des processus d'inhibition et l'incapacité à manipuler des informations concurrentes, de former des concepts et de résoudre des problèmes et de, enfin, réaliser une action dirigée vers un but. On note aussi des troubles psychocomportementaux qui sont faits de dépression, de troubles émotionnels et aussi d'anxiété. On note parfois des troubles psychotiques caractérisés par une activité délirante et hallucinatoire, une auto-agressivité, voire une hétéroagressivité, voire même des crises d'agitation. En dernier, on peut même noter des troubles des conduites élémentaires. La maladie d'Alzheimer est caractérisée par une progressivité lésionnelle et clinique, dont l'évolution est faite principalement de phases prodromiques dites aussi prédémentielles, qui ne disposent pas de critères reconnus, aussi de phases initiales, de phases d'état et de phases sévères. Pour la phase initiale, on note des troubles mnésiques d'effet récent avec une atteinte de la mémoire de travail. Le test des 5 mots, on note la présence d'intrusions où il cite d'autres mots de la même catégorie sémantique, par exemple rose pour mimosa. On note aussi une désorientation temporelle, puis plus tardivement spatiale. Une apraxie réflexive qui apparaît en premier avec l'apraxie constructive, l'apraxie idéatoire est plus tardive. Trouble du langage fait de manque de mots avec chute de la fluence verbale catégorielle en premier et on note moins de 16 noms d'animaux en 1 minute. Agnosie au début avec difficulté de reconnaissance des objets ou des personnes non familiers et des symboles aussi abstraits, par exemple les panneaux routiers. Troubles des fonctions exécutives, comme par exemple la difficulté à remplir sa déclaration d'impôt, à s'organiser ou à même planifier des projets. En dernier, c'est un syndrome dépressif qui va être noté aussi dans cette première phase avec une anxiété qui est très fréquente. Pour la phase d'état, on constate des troubles mnésiques avec un retentissement sur l'orientation temporospatiale, un syndrome aphaso-apraxo-agnosique et un retentissement sur l'autonomie. La troisième phase, qui est la dernière, c'est la phase sévère, où la désorientation temporospatiale est très manifeste et très importante, avec un syndrome aphaso-apraxo-agnosique majeur à l'origine d'une dépendance pour tous les actes de la vie quotidienne. Aussi des troubles de comportement tels que l'agitation, l'agressivité qui va être centrée sur soi-même ou autrui, troubles du comportement avec d'autres troubles tels que les troubles de comportement alimentaire qui va engendrer un risque de dénutrition secondaire, une inversion du rythme nictéméral et aussi des idées délirantes et hallucinatoires qui peuvent être aussi manifestes. Des troubles sphinctériens, notamment les troubles urinaires, et spontanément, la maladie d'Alzheimer s'aggrave progressivement et irrémédiablement. Alors, il est à noter que la survenue d'éléments psychotiques serait un tournant défavorable, et là, le risque de décès survient chez un patient qui va devenir grabataire
dénutris du fait d'une complication de décubitus ou d'une pathologie intercurrente. Ici, je partage avec vous une étude qui a été faite en 1997 sur la prévalence des comportements d'agitation qui sont liés avec les différents symptômes de la maladie d'Alzheimer dans les phases évolutives de la pathologie, du stade léger au stade modéré. Par exemple, on a un taux de 8,1% des hallucinations dans l'évaluation initiale. Après 1 an et demi d'évolution, on va avoir un taux de 17%. Et ensuite, une petite régression à l'âge de, après 3 ans d'évolution à 12,2. Tout de même, pour le reste des symptômes, vous notez quand même une évolution graduelle et avec une aggravation de cette symptomatologie progressivement jusqu'à atteindre un taux très élevé au bout de 3 années d'évolution. Entamons maintenant la deuxième forme des démences dégénératives qui est la démence à corps de Lévy. La démence à corps de Lévy représente une prévalence de 0,7% pour ceux qui sont âgés de 65 ans et 5% pour ceux qui sont âgés de 80 ans. Elle est la deuxième cause de la démence des démences après la maladie d'Alzheimer et touche plus les hommes que les femmes. La démence à corps de Lévy est le résultat de dépôts de petits agrégats de protéines nommés corps de Lévy dans les neurones de la substance noire et du noyau basal de Meiner. De façon prioritaire bien sûr, et progressivement, ces agrégats se déposent dans d'autres zones du cerveau. En fonction de leur localisation, ils causent les signes cliniques en rapport à l'atteinte. Pour le corps de Lévy, il s'agit d'une masse sphérique composée de protéines alpha-synucléines qui refoulent les composants cellulaires comme la mitochondrie, qui est bien sûr nécessaire pour le bon fonctionnement des neurones. Cette masse finit par provoquer la mort cellulaire. Sur le plan clinique, elle se caractérise par un déficit cognitif progressif, des hallucinations visuelles et un syndrome extrapyramidal. Elle peut avoir aussi des signes neurologiques faits d'incontinence urinaire, de vertige, de troubles de la vigilance et des difficultés à la déglutition. Les troubles mnésiques apparaissent en second lieu et avec des fluctuations des troubles cognitifs qui calquent une confusion mentale avec une somnolence diurne. La particularité de la démence à corps de Lévy est qu'elle présente une intolérance aux neuroleptiques. Des complications sévères à type de confusion, de syndrome malin, de somnolence, de chute dès les premiers jours de l'instauration du traitement peuvent être notées chez ce type de démence. L'exploration paraclinique faite de scintigraphie myocardique montre une hypofixation au niveau du myocarde qui signe l'atteinte sympathique en faveur de ce type de démence. On ne note pas d'atrophie hippocampique et médio-temporale à l'imagerie, contrairement à celle de la maladie d'Alzheimer. Ici, on visionne deux images, une anatomique et l'autre qui est histologique, qui sont très représentatifs de la démence du corps de Lévy. Pour l'image A, là où on visionne le locus niger qui est en bas de l'image, pour celui qui est en bas de l'image, il représente la démence du corps de Lévy et celle qui est en haut pour le sujet qui est témoin. Et là, on note nettement la dépigmentation de ce locus niger. Pour la seconde image, qui est une image histologique dans la figure B et C, là on note aussi le corps de Lévy dans les neurones de locus niger qui restent plus ou moins pigmentés. Alors là, avec la technique de luminohistochimie, avec l'utilisation de l'anti-alpha-synucléine, rappelez-vous que l'alpha-synucléine est l'un des composants fondamentaux du corps de Lévy. Et là, cette technique a été utilisée dans la région du locus niger. Pour la première image, c'est l'image A qui correspond à la présence de l'antibiquitinine du locus coeruleus
Et pour l'image B, elle révèle la présence des corps de Lévi et les neurites. Passons maintenant à la troisième forme des démences dégénératives, la démence frontotemporale. La démence frontotemporale ou dite la dégénérescence lobaire frontotemporale DLFT. Elle touche avec une grande prédilection les sujets âgés de moins de 65 ans. 2/3 sont des hommes avec une moyenne d'âge de 61 ans, cependant elle reste rare et touche une personne sur 10. La prévalence est estimée à 12% des démences et 20% des démences préséniles. L'atteinte se caractérise par une atrophie focale cérébrale temporale et ou frontale et le retentissement clinique est lié à cette atteinte. Par rapport à la prise de décision, le contrôle des comportements, l'émotion et aussi le langage. Les symptômes de la DLFT sont parfois confondus avec ceux de la dépression. On note aussi sur le plan clinique la présence de troubles émotionnels à type d'apathie, des troubles de comportement qui sont souvent positifs et productifs, des troubles du langage écrit et oral où on note une aphasie et une réduction de la production du langage, une dysarthrie et une difficulté croissante à articuler les mots. Une apraxie verbale faite de discours hésitants, embrouillés, manquant de clarté, présence d'écholalie, de persévération et de mutisme dans les phases évoluées. Les signes cliniques sont aussi marqués par la présence de plus ou moins d'autres signes psychiatriques qui peuvent être perçus au début de la maladie et posent souvent un problème de diagnostic différentiel, notamment par rapport à la dépression, à la manie, aux hallucinations et aussi le délire. Les autres signes qui peuvent être constatés dans la DLFT, c'est la difficulté à se concentrer, avec la présence de rigidité mentale, de troubles du jugement, d'apraxie, de la marche, des signes parkinsoniens et de désordres neurovégétatifs tels que l'hypotension orthostatique. On note aussi une héminégligence du corps ou des membres avec parfois des crises commitiales. L'évaluation de la DLFT se base sur la batterie rapide d'efficience frontale. On note une atrophie dans les ondes d'atteinte à l'IRM et une hypoperfusion cérébrale d'installation plus précoce que celle de l'atrophie au PET scan. Et on note aussi le dosage des biomarqueurs dans le LCR qui révèle la présence de la peptide alpha-bêta-1 42 impliquée dans la formation des plaques séniles. Le système sérotoninergique est perturbé, ce qui explique la présence de signes dépressifs, mais le traitement par les ISRS n'est pas constamment efficace et le système cholinergique est peu touché dans ce type de démence. Il existe 3 grandes formes de démence selon les classifications de Mackenzie pour la DLFT. On a la maladie de Pick qui apparaît à 50 ans et dont les âges extrêmes sont compris entre 20 et 80 ans. On note qu'il y a une prédilection féminine, ça touche 2 femmes pour un homme, avec des modifications progressives de la personnalité et du langage, associées à des troubles mnésiques et visuo-perceptifs avec retentissement sur la vie quotidienne. L'autonomie, tout de même, elle sera très touchée, avec une atrophie frontotemporale sévère et asymétrique. On a là aussi, selon la classification de Mackenzie, l'aphasie non fluente progressive. L'âge d'atteinte est compris entre 50 et 60 ans, le sexe ratio est égal à 1 et on note des troubles de la production du langage oral avec une autonomie longtemps conservée. Les troubles du comportement s'installent progressivement et aussi tardivement à la fin des phases. Le sujet devient grabataire. La prise en charge de ce type de troubles repose sur la rééducation orthophonique. En dernier, on a aussi la démence sémantique qui touche les sujets dont l'âge est compris entre 50 et 65 ans. Ça touche plus les hommes que les femmes et on note sur le plan clinique la présence de troubles du langage sémantique avec des troubles de compréhension et du sens des mots.
Il n'existe pas d'atteinte mnésique biographique et épisodique qui contraste avec l'atteinte du langage qui simule elle-même l'atteinte mnésique. Elle évolue vers l'apparition des troubles de comportement et un mutisme. Le sujet est conscient de ces troubles et est anosodiaphorique. Quatrièmement, on a la démence de la maladie de Parkinson. La démence de la maladie de Parkinson, ou dit encore démence sous-corticale. Il est à noter que la maladie de Parkinson peut s'accompagner de démence de type sous-cortico-frontal, qui est faite de l'installation d'un syndrome frontal et de troubles mnésiques en absence d'aphasie, d'apraxie et d'agnosie. Les lésions sont principalement constatées dans le noyau gris central et le risque de démence dans la maladie de Parkinson est 2 fois plus fréquent que dans la population générale du même âge. On estime un taux de 15 à 20% des patients parkinsoniens atteints de cette démence et les facteurs de risque en rapport avec cette forme de pathologie sont la durée et la sévérité de la maladie de Parkinson. La prise en charge consiste à adapter le traitement anti-parkinsonien et associer la rivastigmine et les antidépresseurs sérotoninergiques qui ont prouvé leur efficacité dans la démence sous-corticale. Passons maintenant à la paralysie supranucléaire progressive. La paralysie supranucléaire progressive est une autre forme de démence sous-corticale. Elle est rare et se déclare souvent à l'âge de 60 ans. Il s'agit d'une dégénérescence neurofibrillaire de protéines tau dans le tronc, les noyaux gris centraux, le cortex frontal moteur avec un aspect caractéristique en étoile quand vous le visionnez dans l'image. Sur le plan clinique, elle se caractérise par un syndrome extrapyramidal symétrique, une ophtalmoplégie supranucléaire, un trouble de la parole et de la déglutition et enfin un trouble cognitif qui va s'installer tardivement. Détaillons maintenant la maladie de Creutzfeldt-Jakob. La maladie de Creutzfeldt-Jakob a été découverte pour la première fois par Hans Gerhard Creutzfeldt, qui est un neurologue allemand à l'origine de la découverte de la maladie, et il se voit proposer par Alois Alzheimer d'étudier le cas d'une patiente de la clinique psychiatrique pour mettre en rapport le comportement de cette patiente aux altérations biologiques de son cerveau. Il devient le pionnier de la psychiatrie biologique moderne et il publie une description de cette maladie en 1920, peu avant le neurologue Alphonse Maria Jacob. Cette pathologie est nommée la maladie de Creutzfeldt-Jakob en 1922, après qu'elle soit décrite dans la période de 1922 à 1923 par Jacob. Il s'agit d'un processus présénile rare et dangereux, débutant vers l'âge de 53 ans par un état dépressif qui dure d'1 à 3 mois avant le développement des symptômes neurologiques et psychiatriques. Elle est iatrogène, par exemple par la greffe de la dure mère ou l'implantation d'électrodes profondes dans le cerveau. Cette maladie est devenue mieux connue grâce à l'essor de la microscopie électronique en 1969, où on observe une spongiose diffuse du parenchyme des cellules neuronales ou gliales. Et là, c'est Stanley Prusiner en 1982, il a décrit l'agent causal d'origine protéique qui est le prion, qui est l'une des causes principales de cette pathologie. Malheureusement, jusqu'à l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement pour cette pathologie. En dernier, on a la maladie de Huntington. La maladie de Huntington est une pathologie héréditaire, rare, incurable et débute entre l'âge de 30 à 50 ans. Elle touche 5 cas pour 100 000 individus, autant les hommes que les femmes, où on a un sexe ratio est égal à 1. Elle est associée à la dégénérescence de neurones d'une partie du cerveau impliquée dans la fonction motrice, cognitive et comportementale. Elle se caractérise par une aggravation progressive jusqu'à la grabatisation et la détérioration intellectuelle sévère. Le décès survient en moyenne 20 ans après le début des symptômes. Comme récapitulatif des différentes formes de démence dégénérative, on peut dire qu'il existe 2 grandes familles.
On a la démence corticale et la démence sous-corticale. Pour la première, elle regroupe la maladie d'Alzheimer et la dégénérescence des lobes frontotemporales avec atrophie corticale focale. Pour la seconde famille, on a les démences sous-corticales où on constate que la démence à corps de Lévy diffus avec la dégénérescence cortico-basale fait partie. Et on a aussi la maladie de Parkinson avec démence, la paralysie supranucléaire progressive et en dernier, on a la chorée de Huntington. Passons maintenant aux démences non dégénératives. Et on va prendre en premier la démence vasculaire. Les démences secondaires ou dites non dégénératives, elles sont multiples et dépendent de l'étiologie en cause. Nous citons en premier la démence vasculaire. Les signes cliniques de cette dernière dépendent des lésions vasculaires à l'origine de l'altération cognitive qui sont liées soit à une hémorragie, à une ischémie ou à une anoxie. Les facteurs de risque sont multiples tels que l'âge, l'hypertension artérielle, le diabète et l'angiopathie. On note un taux de 3% à l'âge de 75 ans et de 5 à 10% à l'âge de 85 ans. Sur le plan clinique, elle est faite de syndrome pseudo-parkinsonien, d'astasie-abasie, de dysarthrie et d'atteintes psycho-affectives. Son évolution est hétérogène et est en marche d'escalier en rapport avec les nouvelles lésions vasculo-cérébrales, alors que le déclin cognitif est moins rapide que celui de la maladie d'Alzheimer. En dernier, la prise en charge de cette pathologie ou forme de démence est purement préventive. Pour la deuxième forme de démence secondaire, on a la démence infectieuse. Alors pour les démences infectieuses, il s'agit de toute infection qui peuvent être à l'origine du développement et du déclenchement de la démence chez le sujet âgé, comme les infections au Covid-19 par exemple, au VIH, à l'encéphalopathie, à la leucoencéphalopathie multifocale progressive, à la syphilis tertiaire, à la maladie de Whipple, aux séquelles aussi d'encéphalite virale. Et là, je note aussi la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Rappelez-vous, on a dit qu'il s'agissait d'une démence dégénérative, alors que là, elle fait partie aussi des démences non dégénératives, dites démences secondaires, parce qu'elle est secondaire à l'atteinte par le prion. En dernier, on cite quelques autres types de démences secondaires. On a les démences toxiques ou secondaires à la post-hypoxie, post-radiothérapie, post-alcoolique. On note aussi les démences neurochirurgicales et post-traumatiques telles que l'hydrocéphalie à pression normale, les tumeurs, les traumatismes crâniens. Les démences post-opératoires liées à la toxicité du protoxyde d'azote. Les démences des maladies inflammatoires telles que les scléroses en plaques, les maladies systémiques inflammatoires et aussi la maladie de Behçet. Les démences paranéoplasiques aussi, les démences dysmétaboliques et les maladies de surcharge telles que la carence en vitamine B12, au folate et aussi la maladie de Wilson. Maintenant, je vous invite à une petite pause détente pour votre cerveau, c'est-à-dire une petite détente cognitive quand même, parce qu'on a fait un bon bout de slides. Et là, c'est simple, c'est un petit jeu où on demande à la personne de détecter le C dans le premier groupe et le 6 dans le second groupe. Alors, c'est un test que ça va aussi vous permettre de le faire passer à vos patients, qui est assez intéressant à faire. Alors pour le C du premier groupe, il se trouve ici, et pour le 6, il se trouve dans cet endroit-là. Sans trop s'attarder, on passe aux facteurs de risque et les actions qui peuvent être proposées pour prévenir ces différents facteurs. Les facteurs de risque du développement de la démence sont multiples, intrinsèques et extrinsèques, certains sont modifiables et d'autres non. Nous citons pour les facteurs non modifiables l'âge, les antécédents familiaux de la maladie et le sexe féminin. Pour l'âge, l'incidence de la maladie double tous les 5 ans, mais pas toute personne âgée sera atteinte. Pour les antécédents familiaux de démence, le risque est multiplié par 3 si un parent du premier degré est atteint et par 7 si plusieurs membres ont été atteints.
Ceci est dû à la présence de facteurs génétiques par l'existence d'une accumulation de cas à l'intérieur de la famille, ce qui répond à l'intervention de plusieurs gènes. Seulement dans la maladie d'Alzheimer, de nombreuses mutations sur le gène de la protéine APP, précurseur de l'alpha-bêta sur le chromosome 21, mais aussi la présence dans le chromosome 14 et 1 de la présinyline, qui est une protéine dont le gène est le PSEN1 et dont la mutation est responsable de formes familiales de la maladie d'Alzheimer. Chez les patients de type caucasien, l'allèle E4 de l'apoprotéine E faciliterait la précipitation de l'alpha-bêta. Quant au sexe féminin, on note un risque relatif estimé à 1,5 à 2 pour les femmes contre les hommes et les recherches ont confirmé l'intérêt de l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des oestrogénothérapies substitutifs comme moyen préventif parce qu'on retient dans les différentes études que les perturbations hormonales, qui sont parfois aussi liées à la ménopause, sont un facteur majeur dans l'avènement de la maladie démentielle chez la femme précisément. Les facteurs de risque modifiables sont les facteurs qui peuvent être prévenus pour éviter les risques de développement de la maladie. Nous citons les pathologies cardiovasculaires, surtout les accidents vasculaires cérébraux, qui présentent un effet synergique et potentialisateur pour les démences. Il est important de traiter l'hypertension artérielle, de la stabiliser et pour prévenir le risque de la maladie. Aussi, le mode d'hygiène de vie, de par les habitudes alimentaires, le mode de sommeil et la nature de profession. Pour le mode d'hygiène de vie, il est important de favoriser l'activité physique par le sport. Aussi, avoir une bonne hygiène alimentaire par la consommation régulière de poissons, de fruits et de légumes, et ce en adoptant un régime méditerranéen. Aussi, favoriser la protection et les mesures de prévention nécessaires en cas de profession à risque, comme ceux qui exposent le sujet aux solvants. Enfin, essayer aussi d'améliorer le niveau socio-économique pour certains et dans les mesures du possible. Parmi aussi les facteurs de risque modifiables, on a l'anxiété et la dépression, qui se manifestent souvent lorsque le sujet présente un changement dans son statut social, retraite, veuvage, ou par perte de l'autonomie ou son placement dans les institutions. Dans ces situations-là, il est important de procurer au sujet âgé un substitut occupationnel, aussi faire preuve d'empathie et être à son écoute et maintenir la réassurance, parler lentement et calmement pour que le sujet arrive à suivre son interlocuteur et interagir avec lui, et enfin assurer une présence et une disponibilité permanente au sujet âgé. Dans le cas de l'altération de la perception et aussi de la communication, il est important de faire ou d'arriver à créer surtout une atmosphère intime au sujet âgé pour s'exprimer et maintenir l'interaction sociale. Se montrer à l'écoute et parler lentement avec des phrases courtes et compréhensibles, utiliser d'autres moyens de communication si nécessaire pour maintenir l'interaction, et aussi mettre la sonnette à disposition du patient pour solliciter l'autre en cas de besoin et surtout pour éviter tout accident qui peut compliquer l'état initial. On a aussi la diminution ou l'intolérance à l'activité motrice par atteinte neurologique, par déficit sensoriel ou lorsque les locaux ne sont pas adaptés à la personne. Devant ces situations, il est important de favoriser la kinésithérapie et aider à l'exercice physique pour maintenir le plus une autonomie motrice. Lui apprendre aussi à se déplacer avec un déambulateur, une canne pour éviter les chutes et ses complications. Mettre un bracelet personnalisé pour identification dans le cas où le sujet s'égare. Le faible niveau d'éducation est aussi un risque modifiable, qui peut être aussi un biais méthodologique lors de l'exploration et la passation de tests neuropsychologiques, puisque les sujets de niveau d'éducation élevé auront plus de facilité à passer ces tests utilisés. Un bon niveau d'éducation renvoie à l'hypothèse de réserve cognitive, qui est le fait d'avoir suivi des études et d'avoir une activité intellectuelle riche favorise
Aussi la multiplication des connexions synaptiques et donc les facultés de compenser les injures de la maladie au stade débutant. Cependant, quel que soit le niveau d'éducation et l'âge de la personne, il est nécessaire de favoriser la continuité de l'apprentissage, aussi favoriser les ateliers de mémoire et l'aide des orthophonistes pour favoriser l'évitement des complications possibles. L'isolement social qui est favorisé par la perte d'un ami ou d'un proche, par la présence d'un handicap moteur ou mental ou par déficit sensoriel, peuvent être remédiés par certains facteurs. Et dans ce sens, on propose le maintien d'un substitut d'un proche perdu, aussi le maintien de l'activité physique et mentale, la correction des déficits quelle que soit leur forme si possible et la proposition des animations pour la stimulation cognitive et la présence même d'animaux dont les institutions ou les foyers pour personnes âgées ont fait leurs preuves dans différentes études. On passe maintenant à la prise en charge. Quelle que soit la forme de la démence, la prise en charge est biopsychosociale. Elle est précoce, pluridisciplinaire et symptomatique. Cependant, la meilleure prise en charge reste la prévention des facteurs de risque et des causes aggravantes. Pour avoir plus de détails dans cette prise en charge, je vous renvoie toujours au cours du syndrome démentiel. Cependant, il est important de noter que la prise en charge, elle peut être multiple et différente en fonction des phases évolutives de la maladie. Par exemple, l'hygiène environnementale se propose le plus dans la phase 1 et la phase 2 et moins dans la phase 3. La prévention des facteurs aggravants, c'est la même chose, c'est plus dans la phase 1 et dans la phase 2 pour éviter bien sûr les facteurs qui peuvent compliquer la situation. Sachant que dans la phase 3, c'est la phase où le sujet peut être dans la situation grabataire et dans ce sens, on ne pourra rien y prévenir. Troisièmement, la chimiothérapie donne ses preuves dans les 2 premières phases, alors que dans la 3e phase, il y a certains thérapeutes qui pensent et qui suggèrent l'arrêt définitif du traitement parce que c'est un traitement de surplus. Quant à la psychothérapie, elle donne ses preuves dans la phase 1, moins dans la phase 2 et encore moins dans la phase 3, parce que plus on évolue dans le temps de l'évolution de la pathologie, plus la psychothérapie sera moins efficace par perte d'autonomie du sujet et aussi par difficulté de concentration et de réponse aux différentes consignes en rapport avec cette psychothérapie par le patient. La surveillance stricte et rapprochée trouve sa place dans la phase 3 où le sujet est en situation grabataire et cela pour éviter les complications possibles qui peuvent engendrer le décès de ce dernier. En dernier, la prise en charge sociale, la même chose, elle trouve sa place plus dans la phase 3 où le sujet a perdu toute son autonomie et aussi est dans la situation grabataire et il sera dans la nécessité d'être sous la tutelle d'une tierce personne. La prise en charge chimique repose sur l'observation des règles de prescription des psychotropes qui a été proposée par Schneider en 1999. Alors ces règles reposent sur faire le point sur l'ensemble des médicaments reçus pour éliminer l'existence d'un éventuel effet indésirable iatrogène, éliminer l'existence d'une affection médicale associée à un masque psychiatrique, repérer d'éventuelles modifications de l'environnement, une situation excessive, une absence totale de stimulation, évaluer les caractéristiques d'habitation, par exemple lors d'un confinement obligatoire, voir est-ce qu'il y a un étage élevé, un appartement de faible superficie, et tout ça, ça va conduire à des déambulations qu'on doit bien sûr surveiller. Les symptômes et aussi dans le but de répondre à ces règles de prescription, il faut aussi répondre à certaines questions, notamment les symptômes psychocomportementaux nécessite-t-il un traitement? Est-il générateur de détresse chez le patient, dans sa famille? Aussi, son intensité impose-t-il une thérapeutique précise? Existe-t-il des possibilités d'apprentissage par la famille des techniques non pharmacologiques, par exemple des formes de thérapie cognitive et comportementale?
Alors, pour conclure, la démence quand même reste une pathologie fréquente et pose un problème de prise en charge jusqu'à l'heure actuelle, surtout dans certaines formes où on n'est pas du tout arrivé à une thérapeutique de prise en charge bien adaptée et malheureusement pour d'autres formes, seule la prévention et le soin précoce peuvent améliorer la qualité de vie de la personne atteinte de ce trouble et son entourage bien sûr parce qu'on doit les soulager naturellement. Les difficultés majeures dans la prise en charge est la possibilité de poser un diagnostic positif et spécifique de la forme de démence. Pour ce faire, la recherche continue dans ce domaine et impliquant toutes les spécialistes et les disciplines possibles pour pouvoir arriver à ceci. En dernier, je vous présente cette liste bibliographique qui va vous permettre de compléter cette présentation. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.